Bien, 8h32, bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers alumni, bienvenue à cette matinale de Sciences Po Alumni. J'espère que vous allez bien. Permettez-moi tout d'abord, au nom de notre président Pascal Perrineau, de vous souhaiter une bonne année 2021, qu'elle vous apporte évidemment bonheur, sérénité et qu'elle nous permette prochainement, dans les mois d'avenir de nous retrouver, pas seulement par Zoom, mais pour une expérience sensorielle encore plus complète, à commencer par l'expérience visuelle et tactile, à savoir se voir et se serrer la main. Alors ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau François Candelon, qui est directeur associé senior au BCG, également directeur du Anderson Institute, le think tank du BCG. François, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté à nouveau cette invitation. Vous étiez venu au printemps dernier. Vous nous aviez à l'époque dressé les grandes caractéristiques et les défis d'avenir suite à cet événement global et inédit que nous traversions, le premier confinement du printemps dernier. Vous nous aviez promis de revenir en 2021, ce que vous faites aujourd'hui. Soyez-en évidemment au nom de toute la communauté des alumni très chaleureusement. Vous allez nous parler d'optimisme ce matin, mais pour cela, je laisse Martine Bournerias, qui est la vice-présidente de Sciences Po Alumni, et qui, comme au printemps dernier, est à l'origine de cette initiative avec Laurent Acharian et Audrey Marzouk, que nous saluons très chaleureusement. Bienvenue à nouveau à toutes et à tous, et je passe tout de suite la parole à Martine Bournerias. Bonjour à tous. Merci François et merci effectivement Laurent qui a été notre administrateur et puis Audrey qui est bien connue aussi de Sciences Po. Et alors moi quand j'ai lu la proposition d'intervention de François, les bonnes raisons d'être optimiste en 2021, je me suis dit quand même, il exagère parce que bon, on est pratiquement dans une troisième vague. On n'a pas véritablement de raison d'être optimiste, mais bon, voilà, la curiosité est là. Et donc, François, vous allez sans doute nous expliquer pourquoi on a toujours des raisons d'être optimiste. Je vous laisse la parole. Écoutez, oui, je pense qu'on a de bonnes raisons d'être optimiste. Et la première, d'ailleurs, si je puis dire, c'est que si on n'est pas optimiste, on est sûr que ça se passe mal. Puisque de toute façon, on sait bien qu'en économie, il y a aussi un élément autoréalisateur. Mais si vous voulez, les raisons qui me font être optimiste, plus sérieusement, c'est quand je vois ce qui se passe en Chine, où on a véritablement une évolution, une reprise en V, je dirais, by the book. Quand on regarde que aux États-Unis, malgré la hausse du chômage de 140 000 personnes en décembre, on est à des niveaux de chômage qui étaient attendus uniquement pour la fin 2021. Quand on voit même en France que, alors qu'on anticipait moins 11%, on est à moins 9%, que les créations d'entreprises ont repris exactement la même courbe que celle avant la pandémie, je pense qu'on a de bonnes raisons d'être optimiste parce que de toute façon, je pense qu'on a en fait confondu la puissance du choc et qui a été un choc inouï, la puissance du choc avec sa nature. Et sa nature, c'est celle d'un choc exogène, donc extérieur à l'économie. Et ce que l'on a vu dans l'histoire, c'est que l'ensemble des crises sanitaires ont été. Alors il y a quelqu'un, je crois, qui n'a pas mis qui n'est pas sur mute. C'est possible. Donc, on a vu les crises sanitaires, y compris la grippe espagnole, ont systématiquement eu des reprises en V. Et en cela, ça diffère évidemment de tout ce qu'on a connu en 2001, en 2008, où il y avait, qui étaient des crises soit financières, où il y avait surinvestissement, éclatement d'une bulle financière, et où là, il faut faire nettoyer les écuries. Mais
on se retrouve en fait ici, c'est un petit peu comme on est dans une voiture, on est sur l'autoroute, vous avez quelqu'un qui vient vous percuter. Et là, comme le conducteur a plutôt bien réagi, enfin, les gouvernements, les banques centrales en l'occurrence, ben, la voiture est cabossée, mais le moteur, la direction, les pneus, eux, fonctionnent. Et donc, on peut reprendre sa route initiale à la vitesse à laquelle qui était la nôtre initialement. Alors, évidemment, en étant cabossé, donc en ayant perdu de la création de valeur pendant un certain temps, mais en reprenant sa trajectoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Hein, mais les risques que je vois pour 2021 sont à peu près les mêmes que ce que je voyais pour 2020, avec une probabilité d'occurrence qui est probablement inférieure. Alors, vous avez d'abord un risque politique, et on l'avait vu dans d'autres crises, même en 2008, avec le plan Paulson qui avait failli être rejeté, c'est que la politique politicienne prenne le dessus. Je pense que c'est un risque que l'on peut éliminer quand on voit que même le président Trump avait mentionné le risque de mettre son veto, mais ne l'avait pas fait. Quand on voit qu'en Europe, la Hongrie et la Pologne ont essayé d'en jouer, mais on a réussi à trouver une autre option. Donc, je pense que ça, c'est un risque qui est assez limité, qu'on ne peut pas exclure. Hein, il faut le regarder, mais qui est assez limité. Bon, vous savez, le deuxième risque, qui est un risque important, qui est celui de la crise, le risque sanitaire. Là-dessus, on voit qu'on rentre probablement dans une troisième vague. Il existe, je dirais malgré tout, qu'on peut avoir un certain optimisme parce que entre les vaccins, d'un côté, le fait qu'il y en ait beaucoup il y en a qui sont déjà arrivés, mais il y en a d'autres qui vont arriver, qui ont des technologies différentes, donc on devrait pouvoir résoudre ce problème. Et puis, quand bien même on n'y arriverait pas d'un point de vue uniquement avec le vaccin, ou en tout cas pas à l'horizon 2021, nos amis asiatiques, y compris les démocraties, nous ont montré que une approche testée, tracée, isolée était une approche qui fonctionnait et qui permettait d'avoir une vie économique, je dirais, quasiment normale. Hein, et c'est ce que l'on voit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des reconfinements ciblés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème d'avoir, s'il faut un isolement strict, pas juste une déclaration sur l'honneur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des atteintes, entre guillemets, aux libertés, mais après, on peut toujours se questionner si elles sont supérieures ou inférieures à celles que nous connaissons aujourd'hui avec nos couvre-feux ou nos confinements. Donc, ça, c'est un autre sujet. Et puis, donc, ce qui me fait dire que le risque sanitaire, on devrait pouvoir trouver un moyen de fonctionner à peu près. La troisième chose, c'est le risque de faillite, hein, qui est un risque qui, lui, est important parce que je vous rappelle que s'il y a une vague de faillite, à ce moment-là, notre crise de l'économie réelle devient une crise financière, puisque cette vague de faillite toucherait les banques qui sont un peu, pour reprendre l'analogie de la voiture, l'huile qui fait fonctionner le moteur. Et là, si les banques ne fonctionnent pas, s'il n'y a plus d'huile, on est obligé évidemment de s'arrêter. Donc, c'est un risque qu'il faut suivre. Cependant, je le rendrai assez limité à mon avis parce que, en fait, nos gouvernements ont encore les moyens du quoi qu'il en coûte. Ils ont les moyens du quoi qu'il en coûte parce que les taux sont bas et restent bas, parce que les banques centrales rachètent la dette et 75% de la dette publique française a été achetée par la BCE, qui permet, et si je reprends ce que disait Janet Yellen aussi, hein, en disant mais attendez, il faut penser gros, on verra pour la dette plus tard. L'important, c'est de soutenir les personnes, les entreprises pour éviter une vague de faillite. Je pense qu'en fait, on a moins un problème de dette qu'un problème de création monétaire. Et pour moi, c'est un vrai souci. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que, évidemment, traditionnellement, la dette crée de l'inflation. Là, a priori, l'inflation ne devrait pas être une inflation des biens et services, parce qu'on est quand même dans un environnement qui est assez déflationniste. En revanche, c'est un environnement qui crée de l'inflation des actifs. Et on voit bien que la bourse est quand même à des niveaux qui sont très élevés, et ce, partout dans le monde.
On voit que l'immobilier ne s'est pas effondré. Alors, vous allez me dire, mais en quoi est-ce que c'est un problème? Ben, c'est un problème parce que ça crée des difficultés et des tensions sociales entre ceux qui ont, hein, les possédants et ceux qui n'ont pas. Et pourquoi c'est important? Selon moi, c'est peut-être le risque qui me paraît le plus critique, et en particulier en France, c'est le risque de tension sociale qui empêche de faire les réformes qui sont nécessaires. Parce que reconnaissons que, je parlais comment s'appelle, de la voiture cabossée. Ce que l'on voit, c'est que, excusez-moi, j'ai été troublé par un chat, de la voiture cabossée. Donc, c'est que ce que l'on voit, c'est qu'on a une économie qui, la Covid n'a pas réglé les problèmes de l'économie française d'avant la pandémie. Et si je regarde, par exemple, j'aime bien utiliser le PIB par habitant. En fait, jusqu'à 2008, la France avait à peu près le même PIB par habitant que l'Allemagne. Aujourd'hui, nous sommes 8 points en dessous. En 2000, on était 26 points au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Aujourd'hui, on est 16 points en dessous, 16 points au-dessus. Donc, on a perdu sur tous les critères entre 8 et 10 points de PIB par habitant, ce qui veut dire que nous avons un appauvrissement relatif. Hein, notre niveau croît, nous avons de la croissance, mais il y a un appauvrissement relatif. Et donc, ça veut dire qu'il y a des réformes à embarquer. Mais si on ne réussit pas à faire ces réformes, notamment à cause de tensions sociales, on se retrouvera en grande difficulté. Alors, quels sont de fait je dirais, l'héritage un petit peu de cette crise? Alors, ils sont d'ordre micro, macro et je dirais géostratégique. Premier point du point de vue micro, et je vais y revenir ensuite en parlant de ce que ça veut dire pour cette crise, veut dire pour les dirigeants. Du point de vue micro, ben, il y a évidemment le télétravail. On a réussi à faire à des niveaux qui étaient inimaginables des pilotes qui ont été à grande échelle et qu'on n'imaginait pas, que sur le télétravail. La transformation de la demande et des modes de consommation, en particulier avec l'accélération de la digitalisation, la redéfinition des chaînes de valeur, parce que je ne sais pas si vous saviez, en 2015, Jack Ma disait il ne faut pas opposer le online retail au offline retail, il faut inventer le new retail. Ben, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries qui sont en train de réinventer leur chaîne de valeur. Donc, vous avez ça, vous avez la productivité dans les services. Regardez ce qui s'est passé sur la santé, sur l'éducation. Ce sont des postes de croissance future qui sont massifs. Donc là encore, de l'optimisme. Du point de vue macro, donc il y a cette question sur la dette, je pense. Et puis après, il y a une question du point de vue géostratégique qui est le passage vers l'Asie. J'en discutais l'autre jour avec Tom Friedman, qui est l'éditorialiste du New York Times, et qui me disait, en fait, pour lui, cette crise va être, dans les livres d'histoire, celle qui montre le passage de l'hégémonie occidentale, en général américaine en particulier, à un rééquilibrage vers l'Asie, puisqu'ils sont en train de gagner, de mieux fonctionner sur cette crise que nous, on le voit, tout comme ils avaient été plus forts dans la crise précédente en 2008 dans leur mode de réaction. Alors après, donc ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les dirigeants? Je crois que ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'ils se préparent à être résilients et qu'ils créent des entreprises résilientes, parce que de toute façon, à cette crise succédera d'autres crises. Si vous succéderont, de crise. Si vous vous rappelez un petit peu, alors je sais que c'est un exercice de pensée, ce que vous disiez en 2019, avant la pandémie, les mots qui étaient les plus utilisés, c'est ceux d'incertitude, de risque, géopolitique, technologique, sociaux, climatique, etc. On se lamentait déjà sur nos systèmes de santé, sur les chaînes d'approvisionnement. Mais avec la crise, heureusement, on s'est dit il y a Internet. Mais Internet, si vous y réfléchissez bien, il a été créé pour être résilient, pour faire face à des crises terroristes, à des crises d'attaques nucléaires. Donc, en fait, la Covid a été pour les entreprises
à accélérer le changement de pied de l'optimisation vers la résilience. Et je pense en fait que on est passé d'un circuit de Formule 1 à un environnement qui ressemble davantage au Paris-Dakar, et on se rend bien compte qu'on ne gagne pas le Paris-Dakar avec une Formule 1. Alors, dans l'immédiat, quand on regarde ce que souhaitent les employés, et on va publier une étude sur le leadership qui, à ce titre-là, est à mon avis assez intéressante, on s'aperçoit que les employés, que veulent-ils? Ils veulent pas, leur priorité, ça n'est pas la transition écologique, ça n'est pas se préparer à, c'est véritablement essayer de compenser la perte d'affiliation et les aspects négatifs du télétravail. On voit que les priorités qui sont demandées dans cette étude sur le leadership auprès des managers, c'est comment doper le moral des collaborateurs, comment susciter de l'engagement, comment développer de nouvelles méthodes de travail collaboratif. Donc, comme je le disais, c'est quand même cette question sur le télétravail, comment il va évoluer, et je pense qu'il va y avoir en effet des évolutions, mais je souhaiterais que les entreprises ne se précipite pas parce qu'on ne comprend pas, je dirais, l'ensemble des conséquences là-dessus. Mais ensuite, on peut se dire, est-ce que, d'accord, on fait ça, mais est-ce que c'est une période où il faut faire le dos rond? Selon nous, et le BCG Anderson Institute a mené une étude sur les 25 dernières années, et ce que l'on voit, c'est que pendant les périodes de crise, en fait, si vous avez 45% des entreprises qui voient leur vente et leur marge baisser, vous en avez 15% qui voient les deux augmenter. Et en fait, pendant les périodes de crise, ce que l'on voit dans cette étude aussi, c'est que l'écart de performance entre celles qui s'en sortent le mieux et les autres est le double de celui des périodes de calme. Et ça va même encore plus loin, puisque dans ces périodes de crise ont un impact démultiplié sur la performance long terme. Une surperformance en période de crise est 5 fois plus importante qu'une surperformance dans une période de temps calme. Et j'en ai discuté avec Laurent notamment, qui est, comme vous le savez, un spécialiste du sport, après avoir été journaliste à l'équipe. Et on se disait qu'en fait, c'était un peu comme le Tour de France. Le classement général se gagne pendant les étapes difficiles, les étapes de montagne, les contre-la-montre, et il ne se gagne pas pendant les périodes de plat. Et bien là, on dit la même chose. C'est pendant les périodes de crise que l'on peut bouleverser le classement, que l'on peut gagner de larges parts de marché. Et je voulais utiliser l'exemple, par exemple, d'Airbnb, qui représentait début 2020 la moitié des ventes de Hilton ou de Marriott, et qui aujourd'hui a un volume de vente qui est 1,4 fois supérieur à ces groupes. Il est en fait devenu le leader. Alors, comment ça se manifeste pour une entreprise d'être résilient en temps de crise? Alors, nous, on différencie en fait 3 éléments. Il y a le choc, et pour le choc, la performance d'une entreprise résiliente est atténuée. Ensuite, il y a la remontée, et elle est plus rapide que celle de ses pairs, et le choc fait, entre guillemets, a fait moins mal, et on se retrouve à des niveaux qui peuvent être même supérieurs à ceux de ses pairs d'entreprises non résilientes, et en tout cas, voire même supérieur à ceux que l'on avait avant la crise. Et je vais reprendre encore l'exemple de Airbnb. Alors, ils ont subi le choc, ils ont licencié, etc., mais moins en relatif que Marriott ou Hilton. Ils se sont aperçus, grâce à leur modèle d'affaires, en fait, que la demande ne s'était pas évaporée, elle avait évolué, et au lieu d'être située sur les zones denses, elle était située sur des zones qui étaient plus remote, dans lesquelles on allait faire on se retrouvait à l'écart des grandes villes, et donc, pour pouvoir télétravailler et s'aérer. Et donc, ils ont revu cela, ils ont créé une offre, et dès le mois de juillet, ils étaient en croissance par rapport à 2019 aux États-Unis. Et aujourd'hui, comme je le disais, ils sont 1,4 fois au-dessus des autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise résiliente? Ça veut dire ça fait moins mal, ça passe plus vite et on en ressort plus fort. Donc, comment faire? Il y a 2 éléments essentiels. Il faut faire en sorte de créer de la robustesse pour les entreprises, comme ça elles encaisseront mieux les chocs, et il faut qu'elles soient plus agiles pour s'adapter au nouvel environnement. Alors, pour être plus robuste, c'est pas compliqué, c'est alors plus facile de dire que faire, mais il faut anticiper, il faut se préparer, il faut mettre des redondances et favoriser la modularité.
Alors, sur l'anticipation, il y a des questions de système d'alerte et j'aime bien l'exemple, par exemple, de Regeneron Pharmaceutical, qui, à partir du moment où ils ont identifié, ils ont vu qu'en Chine, à Wuhan, la Chine construisait un hôpital en une semaine, ils se sont dit c'est du sérieux, c'est quelque chose d'important et ils ont réalloué leur portefeuille de chercheurs pour se focaliser là-dessus, ce qui leur a permis d'être en avance sur la recherche pour le COVID, la COVID-19 et pour ainsi avoir accéléré les actions sur l'obtention de la FDA, d'autorisation de la FDA. Bon, il faut évidemment avoir des plans d'urgence, suivre les tendances de fond. On parlait de Zoom tout à l'heure. Alors, la partie parfum, c'est peut-être un petit peu, c'est pour plus tard. Mais ils ont en revanche identifié que la bande passante serait critique et ils ont été tout à fait à même de véritablement diffuser, être moins gourmands en bande passante. C'est tout ce qui leur a donné cet avantage à ce moment-là. Bon, et le deuxième point, c'est de la redondance. C'est pour ça que dans les avions de ligne, il y a deux pilotes et deux moteurs. Mais ça veut dire diversifier ses fournisseurs, ça veut dire être capable d'avoir aussi quelques marges de manœuvre qui peuvent apparaître un peu plus superflues, comme des stocks tampons. Moi, j'ai un de mes clients qui a eu un incendie dans une de ses usines, mais il avait quelques marges de surcapacité qui avaient été prévues et il avait mis en place une capacité à réaffecter des ressources très vite. Il a été, en moins d'une semaine, il était à nouveau actif sur ces produits les plus critiques. Bon, et puis organiser aussi de manière modulaire. Ça, c'est un point qui, par exemple, on avait vu en 2008 pendant la crise financière, pas mal d'entreprises chutaient parce qu'elles n'avaient pas mis de pare-feu qui soit économique, qui soit opérationnel ou qui soit juridique. Et ça, c'est un autre point. Bon, et puis après, je vais pas rentrer dans les détails pour la nécessité d'être agile. Je voudrais juste, par rapport à cette agilité, dire l'importance de la technologie et en particulier de l'intelligence artificielle qui permet d'être plus agile et plus véloce parce que grâce à la capacité de calcul, il peut identifier des patterns qui ne sont pas détectables à l'œil nu et donne davantage de confiance pour décider en temps réel, ce qui fait que, en fait, les décisions sont plus rapides. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on voit, alors je le vois plus en Asie et aux États-Unis malheureusement qu'en Europe, le fait de remettre l'intelligence artificielle au cœur de ces processus, pas se poser la question de savoir comment j'utilise l'intelligence artificielle pour améliorer mes processus, mais véritablement comment je revois mes processus pour remettre l'intelligence artificielle au cœur. Hein. C'est un petit peu, j'aime bien avoir une image un peu historique là-dessus, c'est un petit peu comme les tanks. Avant la guerre de 39, l'armée française a mis quelques tanks dans ses régiments d'infanterie et ça a amélioré la performance des régiments d'infanterie. L'armée allemande, elle, a créé des régiments de tanks et elle a inventé la Blitzkrieg. Je pense que par rapport, pour faire ces entreprises résilientes, à la fois parce que ça permet de limiter les coûts, mais surtout parce que ça permet d'augmenter les revenus, c'est quelque chose qu'il faut que les entreprises prennent davantage en compte. Et puis, dernier point, je voudrais mentionner, il faut changer aussi un petit peu d'état d'esprit pour les managers, leur donner bien sûr une vision qui est un peu plus long terme, mais je dirais que c'est un changement d'état d'esprit aussi, et Dieu sait, pourtant je suis physicien de formation, mais il faut passer d'un changement. Aujourd'hui, et l'optimisation, c'est souvent une pensée, je dirais, un petit peu de mécanique. C'est-à-dire que les mots-clés vont être plan, vont être process, vont être analyse, vont être règles. Je pense que dans un monde résilient, il faut avoir une pensée qui est plus biologique et que les mots-clés deviennent incertitude, adaptation, collaboration, écosystème. Mais c'est un petit peu, et je termine là-dessus, parce que c'est le capitalisme, après tout, c'est un petit peu comme la théorie de l'évolution. Il faut à la fois survivre et prospérer. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin et je suis évidemment à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup, cher François. Alors, on a des
première série de questions qui nous arrive. Une première question de Xiao Yang. Comment est-ce que l'anticipation et la prospective en tant que démarche permettraient de repenser le présent à la lumière des imaginaires du futur pour être véritablement optimiste en temps de crise? Ben, je pense que déjà, l'un des points qui est assez frappant, c'est notre incapacité à penser le long terme. Et parce que je pense qu'il y a deux dimensions qui sont importantes. Il y a ces dimensions long terme. Vous prenez le climat, vous prenez la démographie, vous avez un grand nombre d'éléments qui sont sûrs. Et sur cela, malgré tout, on n'arrive pas à les penser. Donc, je pense qu'il faut véritablement faire de la prospective en identifiant ce qui est sûr, ce qui va arriver. Prenons l'exemple, l'Afrique, l'augmentation massive de la population africaine fait qu'il va y avoir des vagues migratoires, mais qui vont être massives en Europe. Donc, on peut se cacher derrière son petit doigt, mais il faut savoir les anticiper d'une manière ou d'une autre, en aidant les Africains à se développer, en voyant comment on peut davantage les intégrer. Mais voilà, et c'est vrai pour toutes les entreprises aussi, ça va pour les dirigeants, c'est vrai pour les entreprises. Donc, il y a quand même toute cette capacité à penser le temps long et à agir sur ces éléments certains, c'est un premier point. Et puis ensuite, vous allez avoir des éléments qui sont incertains, qu'on ne peut pas prévoir. La pandémie, on pouvait prévoir qu'il y aurait une pandémie. D'ailleurs, quand vous regardez la plupart des risques, on avait notre chief économiste qui avait fait une liste des risques pour 2020 et il avait dit l'un des risques qui ferait qu'il peut y avoir une récession, il y a une pandémie. Bon, ok. Mais par rapport à cela, il y a quand même tout un mapping des risques auxquels on peut, sans se préparer tout à fait, être attentif pour avoir un système d'alerte et pouvoir, parce qu'on s'est habitué à être plus agile, plus adaptable, plus biologique, comme je le disais, on pourra mieux réagir par rapport à cela. Donc, je pense qu'il y a cette notion de prospective qui est nécessaire et qui doit s'accompagner, c'est prospective et agilité. Je pense qu'il va falloir marcher sur plusieurs pieds dans les années qui viennent. Et alors justement, en rebondissant sur le sens de la prospective, il y a une question de Laurent, le monde d'après, est-ce qu'il est si différent du monde d'avant, ce qui fait écho à une remarque qu'avait faite quelques temps après votre intervention au printemps dernier par Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, qui disait le monde d'après, c'est le monde d'avant, mais en pire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que la Covid n'a fait qu'accélérer des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Donc, et paradoxalement, n'a fait que renforcer les personnes dans leur propre opinion. Donc, j'ai pas le sentiment qu'il a créé du débat. Vous savez, ceux qui sont les fervents supporters du vert on dit, regardez, ça nous montre que le monde de demain, il faut tout arrêter, il faut plus de voyage, il faut plus ceci, il faut plus cela, il faut être dans un monde de décroissance. Les anti-mondialisation ont dit, mais regardez, c'est la faute de la mondialisation. Ceux qui sont pro-mondialisation ont dit, mais regardez, ce qui marche, c'est la coopération au niveau des vaccins. Donc, on a besoin de mondialisation et de coopération mondiale. Donc, je pense que cette crise a fait davantage diverger les pensées. Donc, il va être potentiellement plus difficile de rassembler autour d'objectifs communs. Et en cela, je pense que le monde de demain risque d'être un petit peu plus difficile, oui, et risque d'être un peu plus difficile, en particulier en général pour les Occidentaux et en particulier pour les Européens, parce que, comme je le disais en reprenant l'analogie du Tour de France, qui est vrai pour les entreprises, mais qui est vrai pour les États aussi. Regardons le différentiel de croissance qui a été créé en Asie après la crise de 2000, par rapport à l'Europe, après la crise de 2008, après cette crise-ci, et on se rend bien compte que on est dans un rééquilibrage vers l'Asie, et donc le risque pour nos classes moyennes est absolument critique.
Donc là-dessus, je pense que je suis optimiste par rapport à l'impact de la Covid en disant c'est une reprise en V, ça va pas être la catastrophe. Je suis moins optimiste sur la position initiale de l'économie européenne en général et française en particulier. Merci François. On a une question de Guillaume qui nous dit qui vous demande ce que vous pensez du plan d'investissement dans l'intelligence artificielle dévoilé par Emmanuel Macron. Est-ce que ce plan est crédible face notamment au niveau d'avancement chinois en la matière dans ce domaine? Alors, c'est un sujet qui m'est extrêmement cher. Je pense que il faut qu'on se mette. Alors, il y a deux choses. Parce que vous avez hier, il a annoncé un plan sur l'informatique quantique et il y a l'intelligence artificielle. Mais on peut regarder les deux. Je pense que ce sont des vagues. On sous-estime, mais d'un facteur peut-être 1000, l'impact de la vague technologique, de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique à un horizon un peu plus lointain, sur l'économie, sur les emplois, sur les rapports entre les entreprises et les gouvernements, etc. Par rapport à cela, nous avons aujourd'hui un vrai souci au niveau européen de recherche fondamentale sur ces sujets. Premièrement, je voudrais rappeler que la Chine est aujourd'hui à multiplier par 15 à peu près, par 13 pour être précis, depuis 2000, ses dépenses de R&D au niveau de l'État et aujourd'hui est juste en dessous des dépenses des États-Unis aux alentours de 450 milliards, de 550 milliards de dollars, pardon, quand l'Europe, y compris le Royaume-Uni, est aux alentours de 350. Donc, il y a un moment où, quand vous perdez 100 milliards d'investissement, vous êtes à la traîne, sans parler du lien. Je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est reconnaissons que nous n'avons pas de géants de la tech et qui sont un maillon critique pour l'intelligence, pour ces développements-là, parce que il faut voir deux dimensions. Il y a la dimension gagner dans l'IA, donc avoir les leaders de l'IA, et puis ensuite il faut se dire il y a aussi gagner avec l'IA, qui est plus comment est-ce que nos entreprises plus traditionnelles sont capables d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur organisation. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'elles créent la blitzkrieg dans leur industrie. Et là, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe en particulier doit travailler et coopérer avec les géants de la tech, qu'ils soient américains ou chinois, probablement avec les règles européennes, pour favoriser la digitalisation au sens large, IA, informatique, de l'utilisation de ces entreprises, des entreprises européennes. Qu'elles soient dans l'automobile, dans l'industrie, dans les biens de grande consommation. C'est comme cela qu'on réussira effectivement à garder de la compétitivité dans ces secteurs. Parce que le risque auquel on se trouve à l'heure actuelle, puisqu'on va avoir cette vague schumpeterienne de création destructrice, de destruction créatrice, c'est que les emplois, si on ne prend pas ça, les emplois, par exemple l'automobile, vous prenez l'automobile allemande, si elle a été fondée sur le moteur à combustion qui aujourd'hui, reconnaissons-le, n'est pas le plus en vogue, ils sont en train de passer à côté de la vague de l'électrique et de considérer l'automobile comme un smartphone sur roue, ce qui est le cas en Chine. Bon, si l'automobile allemande s'effondre, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emploi et autres? Donc, il faut effectivement très rapidement embrasser ce changement. Et là, je dois reconnaître que Thierry Breton fait un travail remarquable pour essayer de nous remettre sur la carte. Et ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais il va falloir absolument se développer là-dessus. Merci François. Donc il a raison, le président Macron a véritablement raison de mettre l'accent là-dessus. Maintenant, ça ne se fait pas, il ne suffit pas de mettre de l'argent.
il faut vraiment qu'il y ait ce lien lié notamment aux géants de la tech pour faire le lien entre gouvernement et argent, recherche et la mise en œuvre dans les entreprises. Et c'est vraiment ce que les Chinois ont bien réussi avec ce triptyque gouvernement, géants de la tech et entreprises traditionnelles. Merci Guillaume pour cette question et merci François pour cette réponse détaillée. Une question de Jean Julien. Qui doit être, ou quel modèle de dirigeant pour accompagner cet optimisme? Est-ce que le dirigeant de demain, ou en tout cas des semaines et des mois à venir, est-ce que c'est un autoritaire, un populiste, un démocrate, un socialiste, un libérateur? Bref, quel est le bon modèle? Écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui est prêt à faire des choix forts et qui n'est pas là obligatoirement pour penser à sa réélection. Je pense que l'une des difficultés auxquelles on fait face, j'ai passé, alors je ne vais pas faire une défense du mode de gouvernance chinois, hein, loin de là. J'ai passé mes 7 dernières années en Chine. Hein. Je suis rentré au début de l'année dernière, hein, juste avant notre intervention, mon intervention auprès de vous. Si vous voulez, ce que je vois en revanche, c'est que en Chine, le mode de fonctionnement, on prépare les dirigeants à gouverner, pas à être élus. Et ça, je pense que c'est un point qui est assez important. Et j'avais un de mes amis chinois qui est responsable qui s'appelle Eric Li, qui est à la fois venture capitaliste et professeur de sciences politiques, d'ailleurs, et qui me disait, mais tu sais, faites attention en Occident au lien entre le potentiel de l'individu et la manière dont il a été formé. Et on en discutait, c'était en 2012, le président était encore Obama, et il me disait, quand on voit Obama, le type a un potentiel extraordinaire, mais il a eu une expérience qui, dans le système chinois, ne lui permettrait que d'être maire adjoint d'une ville moyenne. Et en fait, le Parti communiste chinois est une grande DRH, direction des ressources humaines, une grande DRH qui fait que tel individu va d'abord aller là, puis il va être mis dans une mairie, puis une grande ville, et puis il va aller dans une zone qui est plus reculée, et puis on va l'envoyer à l'étranger, etc. Et comme il y a une véritable concurrence dans chacun de ces postes pour passer au niveau supérieur, hein, c'est véritablement une forme de méritocratie. Alors après, je pense que, comme je disais, je fais plutôt l'éloge de ce qui avait été mis en place par Deng Xiaoping que par ce qui est mis en place par le président Xi. Mais donc, je pense qu'on a besoin de gens qui sont là pour nous gouverner. Alors ça rejoint une question qui nous est posée également par Jean-Julien. Joe Biden, un espoir ou une illusion, point d'interrogation, dans cette optique? Alors là, écoutez, je n'en sais rien, mais en tout état de cause, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, entre guillemets, au sens où on va peut-être, ce qui avait fait l'unité de l'Europe, entre guillemets, on s'était dit, en fait, les Américains ne sont pas fiables. Est-ce que ça va effectivement, est-ce qu'on va pas se dire, on va pas voir maintenant l'Europe centrale aller plus directement avec les États-Unis, il est plus fréquentable. Je pense que de toute façon, en revanche, pour moi, là où c'est un espoir, c'est l'espoir que tout ce qui était fake soit un petit peu moins présent. Je pense que le débat passe par un accord. On peut avoir des désaccords, mais au moins on doit sur l'interprétation d'un corps commun. Là, on rentrait dans des mondes parallèles qui me paraissaient nous mener véritablement à la catastrophe. Alors pour rebondir là encore sur les questions de formation et le lien entre le potentiel de l'individu et ce pourquoi il a été formé, on a une question de Martine. Est-ce que le système éducatif universitaire et celui des grandes écoles, est-ce qu'il est, selon vous, à la hauteur des enjeux, que ce soit dans le contexte français, européen ou international plus largement?
Écoutez, pour moi, l'éducation est critique, mais pour moi, le vrai drame que nous vivons, c'est moins sur la formation universitaire et grandes écoles. On peut en discuter, mais c'est véritablement pour moi sur ce qui se passe avant, ce qui se passe à l'école primaire, au collège et au lycée. Quand je vois nos classements, quand je vois notre déclassement dans ces classements, que ce soit sur les matières littéraires, sur la lecture, l'orthographe, quand je vois ce qui se passe sur les mathématiques et comment, suite à un ensemble de réformes, notamment la réforme de 92, notre positionnement s'est effondré dans ces matières, dans les matières scientifiques qui sont critiques pour le monde de demain. Pour moi, soit on réussit à réaugmenter notre niveau sur les matières scientifiques et on réussit à redonner du goût à ces matières-là, soit nous allons au-devant de grandes déconvenues. Je ne vais pas prendre Aimé Jacquet comme exemple, mais il faut qu'on muscle notre jeu là-dessus, il n'y a aucun doute. Donc pour moi, c'est là davantage que se trouve le cœur. Après, notre système de grandes écoles, je pense qu'on a un véritable problème sur la diversité qui, à mon sens, en Europe, est essentiellement sur la diversité sociale en particulier. Et je pense que ce que fait Sciences Po me paraît aller là-dessus dans la bonne direction. C'est absolument critique parce que à la fois parce qu'il y a des modes de pensée différents, il y a une créativité qui est différente et on voit bien que la dialectique est le meilleur moyen de progresser. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il faut absolument que l'on réussisse à recréer un espoir aussi bien dans la France rurale que dans la France des cités sur cette capacité à faire monter l'ascenseur social. Quand je vois à Polytechnique, alors je ne sais pas si chez vous c'est un petit peu différent, mais j'avais regardé les chiffres il y a quelques années. Vous prenez les gens du dernier quartile, les élèves, il y a moins d'enfants, d'élèves issus du dernier quartile, il y en avait moins il y a 7-8 ans qu'il y en avait dans les années 60. Donc on ne peut pas dire, alors je ne dis pas que c'est le modèle absolu et que tout le monde veut devenir polytechnicien, mais ça ne me paraît pas être une très bonne démarche. Et je pense que c'est au nom de l'égalitarisme, on va dégrader l'égalité. Merci François. Nous avons une question de Caroline qui indique que cette crise a mis en évidence la difficulté structurelle de notre pays à piloter les supply chains, notamment en termes de masques, capacité hospitalière, etc. Les entreprises et le gouvernement ont-ils compris que le supply chain management, c'est l'art de gérer l'incertitude? Point d'interrogation. Alors, je pense qu'ils l'ont compris. Ça ne veut pas dire que Et donc, je pense qu'il va y avoir des relocalisations. Je pense qu'il va y avoir un peu plus de modularité. Hein, si vous reprenez, en reprenant l'exemple, je disais, donc on va être moins dans la grande usine en Chine qui est pour le monde entier. Je pense qu'il va y avoir davantage de modularité. Maintenant, ce dont je ne suis pas sûr, c'est que cette modularité, ces relocalisations seront faites en France. Je pense qu'il y aura des relocalisations en Europe. Maintenant, pour qu'elles soient en France, il faut que nous continuions à améliorer notre attractivité. Or, notre attractivité industrielle a encore des progrès à faire. Je pense que sur les services, sur les banques, sur les choses comme ça, sur les cols blancs, c'est pas mal. Mais en revanche, sur l'attractivité industrielle, on a encore des progrès à faire. Et pour poursuivre la question de Caroline, est-ce que cette capacité ou cet art de gérer l'incertitude, c'est quelque chose que l'on peut, que l'on doit, qui va être enseigné dans les écoles et les universités? Alors, je pense que c'est en effet quelque chose qui devrait être enseigné. Parce qu'il y a des pistes, il y a un mode de pensée. Et comme je le disais, cette capacité à repenser différemment, à penser plus biologique.
à se dire comment je réagis dans l'incertitude. J'avais un de mes… je fais mon service militaire comme un certain nombre de personnes et il y avait un mot qui m'avait frappé qui était le mot réfléchir, qui était en fait… qui est un néologisme militaire pour dire en fait il faut réfléchir aux différents types de situations auxquelles vous serez confrontés et y réfléchir en amont pour pouvoir, a posteriori, quand vous y faites face, réagir comme il faut, je dirais de manière quasiment instantanée et naturelle. Et donc, on nous donnait tout un ensemble de cas. Vous êtes un commando, vous devez aller détruire un pont, enfin peu importe, et vous avez un enfant qui vous découvre. Il a lancé son ballon et il vous découvre. Qu'est-ce que vous faites? Vous le tuez, vous le laissez faire être prisonnier avec quelqu'un qui reste pour le garder, vous faites autre chose, vous le laissez repartir, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si vous n'avez pas réfléchi en amont, vous aurez beaucoup de mal à prendre la bonne décision. Ça veut dire qu'il y a une bonne décision, mais en tout cas, celle avec laquelle vous êtes confortable, vous êtes à l'aise et qui va vous permettre de mener votre mission dans les règles éthiques que vous aviez. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il va falloir que nos entreprises et nos dirigeants apprennent à réfléchir. Et donc, en amont, réfléchir et donc essayer de rentrer comment gérer l'incertitude au niveau aussi des institutions universitaires. Merci François. On a une question de Didier Serra, le président de notre cercle des administrateurs. Est-on sûr que l'électrique, avec tous ses impacts environnementaux en amont et en aval, batteries, panneaux solaires, éoliennes, etc., soit la bonne solution? Alors, écoutez, je vais vous avouer, je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Ce que je sais, c'est que ce sera la bonne solution si on réussit à décarboner la production d'électricité. Mais je ferai pas une réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas vous en parler. Je sais que typiquement en Chine, puisqu'on a regardé un peu plus en détail, on a travaillé avec le gouvernement sur leur objectif de 2060. Hein. La croissance de l'électrique par rapport aux énergies fossiles et la décarbonation de cette énergie électrique qui fait que les renouvelables d'un côté, le nucléaire de l'autre prendrait une part très significative, font partie des pistes qui permettraient à la Chine, à horizon 2060, de remplir son objectif de 2060. Toujours une question de Didier. Quelles sont selon vous les conditions d'une réindustrialisation rapide de la France? Écoutez, je pense que je reviendrai un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment. C'est la nécessité pour cela de redevenir, c'est à la fois il est clair, et j'en discutais l'autre jour avec des investisseurs étrangers, le climat social en France est un vrai souci. Donc, je pense que notre compétitivité relative en Europe pour ces investisseurs qui se disent en effet, il nous faut une part de notre supply chain en Europe, donc on va relocaliser une partie de notre outil industriel, fait face à l'heure actuelle à un certain nombre de difficultés qui sont liées notamment au point de vue social. Donc là, je dirais que c'est plus cela, en tout cas ce qu'il m'a été dit par certains, donc je n'en ferai pas une généralité, c'était plus l'incertitude sociale que véritablement l'ensemble des fonctions variées auxquelles nous pouvons faire face. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit dans ce cadre-là.
Une question de Jean Julien. Est-ce que selon vous, l'avion est condamné ou bien les déplacements économes d'énergie vont être à privilégier en interne ou à l'international? Comment est-ce que vous voyez ça? Je pense que l'avion, laissons nos amis avionneurs réagir et voir comment ils évoluent. Je pense que l'avion, probablement à moins de 3 heures, sera en grande difficulté. Maintenant, vous avez des pistes, qu'elles soient au travers des carburants, qu'elles soient au travers des modes de fonctionnement. Vous avez tout un ensemble d'innovations qui sont en cours d'accélération qui devraient pouvoir permettre à l'avion de redevenir un outil, un moyen de transport relativement propre. Ensuite, il faut bien avoir conscience aussi que c'est le moyen qui permet à certains pays de vivre au travers d'un tourisme assez fort. Donc, je pense que il va y avoir une évolution. Donc, vous avez cet élément-là. Donc, je pense que d'ici 10-15 ans, on sera revenu à des choses tout à fait acceptables d'un point de vue écologique. Ils y travaillent vraiment très, très dur. Maintenant, est-ce que les gens, le travail d'affaires, est-ce que les voyages d'affaires vont reprendre comme avant ou est-ce que l'habitude de Zoom va changer les modes de fonctionnement? Juste un point par rapport à ça, j'ai un de mes amis qui travaille dans l'événementiel, hein, les foires, les grandes foires et autres, et qui me disait que c'était une redéfinition totale de leur chaîne de valeur. Typiquement, ils s'aperçoivent que pour créer des événements qui ont plus d'impact, en fait, la première rencontre par Zoom est plus favorable, a plus d'utilité parce qu'elle permet de mieux qualifier et donc ensuite on a des rencontres en physique. Donc peut-être que ça redéfinit totalement l'environnement des grandes foires que nous connaissions, des grands salons que nous connaissions. Donc je pense que ça va être véritablement au cas par cas et chaîne de valeur par chaîne de valeur. Vous avez abordé à plusieurs reprises, François, la question des tensions sociales et des conflits sociaux. Est-ce que, en termes de prospective et de perspective, vous voyez un moyen de les désamorcer? Écoutez, je pense que le moyen de les désamorcer passe en grande partie par l'école et la capacité à faire en sorte qu'il y ait de l'espoir. Je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on voit et la difficulté que l'on voit, elle est autour du fait qu'on n'arrive pas à avoir un projet commun souvent porteur d'espoir. Donc, à mon avis, c'est un travail de longue haleine qu'il faut anticiper très vite et qui va être autour de l'éducation et autour de l'éducation aussi bien l'éducation élémentaire, entre guillemets, pour s'assurer qu'on va dans les meilleures écoles et autres, mais aussi par une redéfinition du rapport entre gouvernement et entreprise par rapport à l'éducation. Parce qu'avec la vague technologique que je mentionnais précédemment, on va en fait faire face à des mutations d'emplois qui vont être massives. Avant, c'était entre guillemets, j'ai caricaturé évidemment. Bon, vous aviez le gouvernement qui vous formait. Il y avait des universités, des instituts, des autres et puis une fois que la personne était formée, elle rentrait dans l'entreprise et l'entreprise l'utilisait, la faisait monter, etc. Mais c'était pour le même métier ou le même type de métier. Il y avait un apprentissage qui était un apprentissage sur le terrain, mais il n'y avait pas véritablement une nouvelle formation from scratch. Là, les métiers vont changer tous les 5 ans, tous les 10 ans. Il va falloir que toutes les entreprises créent leur propre université, anticipent leurs besoins, travaillent beaucoup plus en relation avec vous et avec d'autres universités ou instituts qui vont être créés pour justement faire face à cela. Donc, d'une certaine manière, elles vont être, puisqu'elles vont remplir ce rôle-là, moins enclins à rémunérer le gouvernement pour ce qu'ils font. Donc, je pense qu'on va faire face à une évolution des rapports entre les entreprises et les gouvernements, où que ce soit dans le monde, qui va être absolument massive. Merci François. Peut-être une toute dernière question en forme d'ouverture. L'espace,
Est-ce une nouvelle frontière? On en parle depuis probablement des décennies. Est-ce que, à l'aune de la crise sanitaire traversée, est-ce qu'il y a là une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension qui s'ouvre? Même les Émirats arabes unis se lancent à la conquête de l'espace. Là encore, une fois encore, en termes de prospective, comment est-ce que vous voyez cela? Et là encore, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour vous répondre. Je pense qu'il va y avoir, je pense que l'espace aujourd'hui est pensé davantage sous l'angle militaire. Et en effet, de par la capacité à maîtriser les satellites et autres, l'espace devient un élément important. Maintenant, je pense qu'on a sur l'espace terrestre énormément de travail encore pour faire en sorte que notre vie devienne encore plus belle qu'elle ne l'est, même si nous avons fait déjà, rappelons, il faut quand même se le rappeler, d'énormes progrès par rapport à il y a 50 ans. Je pense que peut-être que c'est aussi, n'oublions pas l'histoire et dans nos programmes, puisque malgré tout, je pense qu'on on a une vision un petit peu étroite de ce qui se passe. Mais donc, de l'histoire pour comprendre d'où l'on vient et de l'espoir grâce à l'éducation. Voilà peut-être, et de la curiosité pour mener le futur. Merci beaucoup, cher François. François Candelon, directeur associé senior au BCG et directeur du Anderson Institute. Pour conclure cette matinale, je repasse la parole à Martine Bornerias, vice-présidente de Sciences Po Alumni. Merci Bernard. Merci beaucoup François. C'est d'une richesse vraiment formidable. Ça donne à penser. Voilà. Donc l'optimisme, ben, on l'a quand même. On l'a sur effectivement la version plutôt économique du retour à la croissance assez rapide, mais ça nous met face effectivement aux enjeux du futur. Et là, il y a effectivement fort à faire. Donc c'est à nous d'essayer de porter effectivement ces messages, de nous engager et puis de jouer notre rôle à différents niveaux, y compris auprès de notre école, sur les enjeux dont vous avez parlé. Donc un grand merci et puis ça nous donne envie de vous revoir à nouveau. Donc est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour… écoutez, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci beaucoup François. À l'année prochaine. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.